édition spéciale élections européennes. Le débat de Radio Fidélité. Simon Marty. 11h passées tout juste de 2 minutes. Bienvenue sur Radio Fidélité si vous venez de nous rejoindre, alors que dans quelques jours les Français vont être appelés aux urnes à l'occasion de ces élections européennes. On vous propose ce matin 52 minutes pour un échange sur les différentes thématiques qui vont animer la fin de cette campagne des élections européennes. Nous avons convié les principales listes à venir participer et ce matin, autour de notre table, nous avons l'essentiel des grandes couleurs politiques qui sont représentées. Nous avons par exemple Maxime Viancin. Bonjour, vous avez 34 ans, vous êtes colistier pour la France Insoumise. Mounir Belhamiti, vous avez 39 ans, député Renaissance. Vous représentez pour nous ce matin la liste portée par Valérie Hayer. Nous avons bien évidemment Christophe Clergeau. Bonjour, vous avez 55 ans, vous représentez le Parti Socialiste. Alain Avello, bonjour à vous, vous avez 53 ans, vous êtes colistier pour les Patriotes. Et enfin, nous avons Gauthier Boucher, vous avez 36 ans et vous êtes colistier sur la liste du Rassemblement National qui est portée par Jordan Bardella. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Alors, durant ce temps d'échange, nous allons prendre le temps un petit peu d'évoquer différentes thématiques, le pouvoir d'achat, l'emploi, la défense, l'immigration, l'agriculture et l'écologie. Mais peut-être avant cela, je vous propose qu'on prenne quelques instants pour s'intéresser à comment est-ce que vous avez vécu cette campagne des européennes qui arrive là dans sa dernière ligne droite. On vous a distribué, quand vous êtes rentré en studio, un petit papier qui contient votre ordre de passage. Et si ce que je vois à travers la vitre est exact, c'est Gauthier Boucher pour le Rassemblement National qui va prendre la parole en premier. Monsieur Boucher, comment s'est passé pour vous cette campagne des élections européennes en quelques mots ? C'était finalement une campagne assez étrange, visiblement éloignée des grands enjeux européens, des grands enjeux qui sont censés être ceux de cette élection du dimanche 9 juin. On a beaucoup parlé de sujets extérieurs, de la guerre russo-ukrainienne qui certes est un drame, mais qui n'explique pas tout ce qui se passe ni dans la politique française, ni dans la politique européenne. C'est une campagne également où l'exécutif, où le président Macron, ou le Premier ministre Gabriel Attal s'est, à mon avis, inutilement exposé. Ils auraient dû garder une position un peu supérieure au-delà des partis, au-delà des clivages. Et finalement, ils se sont surimpliqués dans cette campagne jusqu'à, il y a ces derniers jours, gêner même la propre campagne de leur propre candidate lors d'une intervention télévisée sur le service public. Et à côté de ça, les oppositions ont globalement été, pour certaines d'entre elles en tout cas, minorées dans le débat public. Il n'y a pas eu de grand débat. Il y a 38 listes. Ça aurait certes été difficile de faire un débat à 38, mais tout de même, il y a des inégalités évidentes dans le traitement des différents candidats. Merci beaucoup, Monsieur Boucher, pour cette expression pour le Rassemblement National. Le numéro 2 au sein du plateau, qui c'est qui a hérité de la liste ? C'est vous, Mounir Belhamiti, pour Renaissance. Alors, Mounir Belhamiti, vous êtes député, je le disais. Vous n'êtes pas colistier pour le coup de Valérie Hayer, mais comment est-ce que vous voyez au sein de votre parti cette campagne ? Cette campagne, elle n'est pas terminée, elle continue jusqu'à vendredi soir à minuit, donc jusqu'au bout nous serons continuellement sur le terrain comme nous l'avons été jusqu'alors. C'est une campagne dont les oppositions à la majorité présidentielle ont essayé qui ont essayé de rendre national, qui ont essayé d'en faire une primaire pour l'élection présidentielle de 2027. Nous avons et nous continuons à dire que c'est une élection européenne, que les sujets européens sont primordiaux dans ce débat et qu'il ne faut pas détourner l'objet de cette élection. Effectivement, il y a la guerre en Ukraine qui impacte évidemment l'économie des pays de l'Union. Il y a le sujet de la transformation climatique, de la nécessaire transition environnementale qu'il faut mener et qui implique des sujets importants à débattre. Il y a la question du pouvoir d'achat des Français aussi qui impose que nous prenions des solutions cohérentes par rapport à ce que nous menons en France. Et ça, c'est effectivement Valérie Hayer qui le propose avec une liste de rassemblement qui est cohérente par rapport à la position de la France à l'international et qui est cohérente par rapport à la position de la France en Europe. Merci beaucoup Mounir Belhamiti. Maxime Viancin pour la France Insoumise. Bonjour et merci de l'invitation. Alors,
Avant toute chose, je tiens à dire que cette campagne, elle a deux aspects pour moi qui l'ai vécu de l'intérieur en tant que colistier. La première, c'est une campagne de terrain très importante qui a été menée par les militantes et les militants de la France Insoumise partout sur le territoire national et dans les Outre-mer également. Puis les Français de l'étranger se sont également mobilisés. Nous avons reçu vraiment un excellent accueil de la part des populations. Nous avons fait des caravanes nationales et départementales qui nous ont permis de nous déployer un petit peu partout, aller notamment à la rencontre des habitants dans les quartiers populaires, dans la jeunesse, dans les Outre-mer également, où Jean-Luc Mélenchon avait été amené au premier lors des suffrages de l'élection présidentielle. Donc nous avons reçu un très bon accueil, nos réunions publiques ont toujours été pleines, nos meetings également. Donc ça, c'est l'aspect positif. L'aspect négatif, c'est que cette campagne, elle a été d'une violence et d'une brutalité que moi, je n'ai pas connue jusqu'à présent en tant que militant politique. Je milite depuis une dizaine d'années maintenant aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est vrai que quand on voit la situation et le niveau du débat public qui vraiment parfois est un égout. Hier encore ou avant-hier, nos candidats Rima Hassan et nos députés Sébastien Delogu et David Guiraud ont été agressés par des militants qu'on a pu voir aux côtés de Lamia El Harraj du Parti Socialiste alors qu'ils prenaient un café en terrasse, qu'ils se sont fait traiter d'antisémites. On ne sait pas trop d'ailleurs pourquoi. Mais d'une manière générale, voilà, on sent qu'il y a une violence dans la société. Nous, récemment, à Rezé, la commune où j'habite et où je milite habituellement, nous avons eu nos affiches qui ont été dégradées, des croix gammées ont été taguées dessus. Enfin, je veux dire, on est à un moment quand même où on se demande si on n'est pas à une minute avant l'arrivée d'un drame politique. On continue notre tour de table et si je ne m'abuse, de ce que je crois comprendre, c'est Alain Avello qui va enchaîner à présent. Monsieur Avello, pour la campagne des Patriotes. Oui, alors moi je dirais que nous avons vécu, même si elle est effectivement pas tout à fait terminée, une fausse campagne électorale dans la mesure où la question cruciale et au fond la seule question qui vaille, qui est celle de la pertinence de notre maintien dans l'Union européenne et la pertinence qu'il y aurait, si nous nous y maintenons, parce que c'est ce qui se profile, à aller dans le sens d'une Europe réellement fédérale, avec un effacement de la France comme État. C'est ce qui est dans les cartons. Cette question n'a pas du tout constitué un sujet au cours de cette campagne électorale. Et c'est de ce fait donc une campagne électorale qui a raté son but, mais on voit bien qu'il y a des intentions, des desseins qui ont fait en sorte que ce soit le cas, parce que si on écoute les Français, eh bien il s'avère qu'ils sont partisans à 31% selon un sondage récent qui date de février dernier, un sondage Verian, ex-Kantar. À 31%, ils sont favorables à la sortie de la France de l'Union européenne. Ce qui est un score, un chiffre tout à fait étonnant parce que le débat n'abordant pas du tout cette question, il est très étonnant qu'il y ait presque un tiers de l'électorat qui soit partisan. Dans ce même sondage, on apprend que 56% des électeurs RN sont partisans de la sortie de la France de l'Union européenne, alors que le Rassemblement national ne propose plus cette sortie. Qu'ils sont 45% chez Renaissance, chez Reconquête, pardon du lapsus, et 41% chez LFI. Donc c'est vraiment une question. Il y a sourdement dans la société française un refus, un ras-le-bol de l'Union européenne et de toutes ses conséquences négatives. Or cette campagne n'ayant pas du tout abordé ce sujet, eh bien elle a raté son but et ça a été une fausse campagne. On termine le tour de table avec Christophe Clergeau pour le Parti Socialiste. Je suis étonné de ces propos des uns et des autres à se lamenter sur cette campagne. Nous avons fait une campagne joyeuse et heureuse. Nous avons, autour de Raphaël Glucksmann, parlé d'Europe et parlé uniquement d'Europe parce que cette élection européenne, est essentielle pour l'avenir du continent. Nous sommes à un moment où il faut tirer les enseignements des crises, rompre avec la naïveté face à la mondialisation, rompre avec le libéralisme qui est en échec pour permettre à l'Europe de retrouver sa souveraineté, la maîtrise de son destin, faire sa révolution écologique et le faire dans la justice sociale. Et cette vision de l'avenir de l'Europe a rencontré un grand intérêt dans la population et nous avons été très bien accueillis sur les marchés, dans les rencontres, dans les porte-à-porte
forte. Et ce que je vois ces derniers jours, c'est plutôt une progression des intentions de participation. J'espère que ça ira le plus loin possible pour aller vers au moins 55-60%, ce qui ferait l'élection européenne une de celles où les électeurs vont le plus voter, même si c'est bien sûr un niveau insuffisant. Et puis, il n'y a pas de sujets européens et nationaux. Tous les sujets sont en partie national, en partie européen. Qu'on parle du prix de l'alimentation, qu'on parle du prix de l'énergie, qu'on parle du logement. Et donc, il faut relier ce qui se passe en Europe, ce qui se passe au niveau national, parce que ce sont des visions de l'action publique qui s'affrontent. Puis je termine par un exemple du type de débat qu'on doit avoir jusqu'au bout. On a l'impression des fois que tout se ressemble, que tout le monde parle de souveraineté, de réindustrialisation, etc. Mais qu'on parle de souveraineté sanitaire à l'échelle européenne, qu'on est au gouvernement, comme le président Macron, et qu'en France, on ne produit plus de masques parce que les acheteurs publics des hôpitaux, du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Défense, achètent les masques à l'étranger. Et qu'on peut se retrouver demain dans la même situation qu'au moment de la crise de la Covid. Et certains se réclament les porte-paroles de la souveraineté. Mais ils n'en ont aucune crédibilité. Et la fin de cette campagne, elle doit mettre à jour les impostures et mettre à jour les choix réels. Et le seul choix qui compte vraiment, c'est qui, du Parti socialiste ou de la droite classique LR, sera en tête au Parlement européen et gouvernera l'Europe demain. Ramenons le débat sur les enjeux européens et pas sur le match délétère Macron-Le Pen entretenu dans ce pays pour réduire à néant le débat démocratique. D'une manière générale, et ça va me permettre de lancer un petit peu le débat entre vous. Vous venez d'évoquer, Christophe Clergeau, le fait que tout est européen, mais quand on discute avec les gens dans la rue, on l'a encore fait il y a quelques jours pour les besoins d'une émission ici sur Radio Fidélité, les gens ont du mal par moment à trouver le concret, le palpable de l'UE dans leur vie. Ils se disent, mais pourquoi à ce moment-là j'irai voter? Est-ce que vous avez, vous, des raisons particulières, les uns et les autres, de venir mobiliser un petit peu et d'encourager les gens à se rendre aux urnes ce dimanche pour ces élections européennes, dont certains disent j'en vois pas l'intérêt, pourquoi est-ce que je me déplacerai? Qui souhaite commencer? Mounir Melabiti? Oui, d'abord dire à mon voisin de droite, géographiquement, à Christophe Clergeau, pour les auditeurs qui nous écoutent, de lui demander pourquoi, si la relance économique qui défend, qui participe à la souveraineté des États de l'Union européenne est si nécessaire, pourquoi alors Raphaël Glucksmann n'a pas voté le plan de relance européen? Je peux répondre tout de suite? Oui, mais nous l'avons voté, les socialistes français. Lui ne l'a pas voté parce qu'il considérait que ce plan était insuffisant dans son volume. Et il avait bien raison, puisqu'aujourd'hui on parle de centaines de milliards d'emprunts supplémentaires nécessaires pour relever les défis de la transition écologique et énergétique. Vous pouvez pas nous faire ce grand emprunt était utile, mais il était totalement insuffisant. Et Raphaël Glucksmann, il avait parfaitement raison. De positions qui sont antagonistes, non seulement sur votre liste, mais aussi en France. Quand vous défendiez l'idée que Jean-Luc Mélenchon soit Premier ministre, il n'y a pas plus tard qu'en 2022, c'est pas il y a 10 ans, c'est pas il y a 15 ans, c'était il y a à peine 2 ans. Est-ce que la fin du libéralisme que vous appelez de vos mots à l'instant, c'est la fin du libéralisme que Jean-Luc Mélenchon appelle lui aussi de ses mots? Vous voyez qu'il y a une incohérence. Moi, j'ai aucun problème avec l'accord de 2022. Je l'assume parfaitement. De votre proposition. Et donc, c'est bien une proposition cohérente qu'il faut avoir pour que les députés français siègent et négocient avec poids au sein du Parlement européen avec d'autres partenaires. On ne fait pas tout seul la politique européenne. On négocie avec des partenaires, d'autres partis, d'autres formations politiques. Et c'est en étant forts ensemble que nous arrivons à tirer un avantage français dans les politiques européennes. Et évidemment, il y a une nécessaire souveraineté à avoir, une souveraineté européenne, une autonomie stratégique à avoir, mais celle qui est défendue par l'Assemblée nationale n'est pas celle que nous défendons. Et quand on parle aux gens de ce que représente l'Europe pour eux, quand on parle du parc éolien de Saint-Nazaire, quand on parle de la défense des AOP comme du sel de Guérande, l'Europe c'est la quotidienneté, y compris pour notre territoire. Quand on parle d'Europe de la défense, et quand on sait que sur notre territoire précisément, il y a une industrie de défense qui génère des milliers d'emplois, et bien c'est ça cette cohérence de développement économique sur notre territoire, à l'échelle de la France, avec des mesures que nous votons au sein de la majorité présidentielle et qui rendent du développement économique concret, et puis au niveau européen, de l'avoir en cohérence avec nos partenaires, et de pas avoir un espèce de double ou triple discours en défendant un jour Jean-Luc Mélenchon et le lendemain Glucksmann, qui serait pas vraiment un sociodémocrate. Mais bon, vous avez compris que la cohérence était notre fil rouge. Maxime Viancin, pour la France Insoumise, vous souhaitez réagir, ce que vous entendez, puis on ira retourner un petit peu du côté de Monsieur Avello et Monsieur Boucher.
Oui, alors moi ce qui m'amuse un petit peu, c'est quand même de voir que deux partis politiques qui gouvernent ensemble au sein de la coalition avec la droite, l'Union européenne, se chamaillent pour savoir qui a voté quoi. Mais moi ce qui m'intéresse vraiment dans cette élection européenne, c'est la question de la vie des gens, parce que au final, l'Europe s'est peut-être éloignée de la plupart des gens qui se disent bon, Bruxelles, Strasbourg, tout ça c'est loin. On comprend pas forcément ce qui s'y passe, on comprend pas forcément ce qui est décidé. Moi, je veux dire quelque chose de très simple. L'Europe, l'Union européenne a des implications concrètes dans votre vie quotidienne, notamment par exemple sur le prix de l'électricité. On a vu le prix de l'énergie exploser ces dernières années. Ça avait commencé déjà pendant la pandémie, mais ça s'est accéléré pendant depuis l'attaque russe sur l'Ukraine. Et ce qu'on constate, c'est que aujourd'hui, l'Union européenne est un outil pour faire augmenter cette facture d'électricité. Donc, nous nous opposons à la réforme du marché de l'électricité. Nous souhaitons en sortir pour permettre que les factures d'électricité des Françaises et des Français baissent. Je tiens également à préciser quelque chose, c'est que cette Europe promeut un système économique basé sur le libre-échange qui nous mène droit dans le mur. C'est une hypocrisie totale de dire que on peut faire du libre-échange comme ça à tout crin en espérant préserver la vie des gens et la planète. On va faire venir de l'autre bout du monde dans des moyens de transport qui vont produire un maximum de gaz à effet de serre. On va faire venir de l'autre bout du monde, de Nouvelle-Zélande, du Kenya, d'Asie, des produits qu'on produit déjà en France dans des bonnes conditions qui sont de qualité, et on va le faire au nom de quoi ? Au nom du libre-échange. Donc on va casser les droits des travailleurs, on va casser les droits écologiques, puisque on va polluer, alors qu'on n'a pas de raison de le faire. Ça va être un dumping terrible pour nos agriculteurs, par exemple dans le secteur de l'alimentation, puisque des choses qui sont produites à l'autre bout de la planète coûteront beaucoup moins cher, et in fine, ça va affecter notre économie française. Et je suis fier de dire que Manon Aubry préside le seul groupe au Parlement européen, la gauche européenne, anciennement la gauche unitaire européenne, qui n'a jamais donné une seule voix aux accords de libre-échange lors des votes. Et ça, c'est une fierté que je porte haut. Sur cette même question, Gauthier Boucher. Oui, eh bien, il est très important que les Français et d'ailleurs les autres Européens votent, parce qu'effectivement l'Europe a des répercussions quotidiennes sur leur qualité de vie. Et il est évident qu'avec les différents transferts de souveraineté qu'il y a eu depuis ces dernières années, le rôle de l'Union européenne est de plus en plus important dans leur vie quotidienne. L'Europe, c'est aujourd'hui bien sûr des répercussions sur l'énergie, sur notre manque d'indépendance énergétique, sur le fait que nous payons un prix de l'électricité qui soit corrélé à des intérêts allemands, qui soit celui du marché européen de l'énergie que nous voulons réformer. C'est effectivement, comme l'a souligné Monsieur Viancin, l'Europe ce qu'on peut qualifier de méga traités de libre-échange, ce qui a été signé avec le Kenya, ce qui a été signé en session plénière de fin novembre au Parlement européen avec la Nouvelle-Zélande, qui nous expose à des importations de 18 000 tonnes de viande ovine et 28 000 tonnes de viande bovine, et qui donc met totalement en concurrence notre agriculture nationale. Ce peut être demain l'Europe de l'accord avec le Mercosur, c'est-à-dire le marché commun latino-américain, qui là aussi aurait des conséquences désastreuses pour notre agriculture, puisque le président Macron, par exemple, se refuse d'avoir un débat sérieux sur ce qu'on appelle des clauses miroirs, sur le fait d'avoir des clauses de réciprocité en termes de normes sanitaires environnementales avec des pays comme ceux du Mercosur, comme le Brésil. C'est peut-être aussi demain l'Europe du CETA, qui fort heureusement a été refusée hier par le Parlement français. Bref, si les Européens, si les Français ne se mobilisent pas, ils auront cette Europe qui leur sera imposée dans leur vie quotidienne, qui ne sera pas une Europe puissance comme on entend depuis des décennies, mais qui deviendra de plus en plus une Europe impuissance, qui les impuissantera collectivement, qui fera d'eux non pas la zone économique la plus développée
au monde, mais petit à petit un espace qui se tiers-mondisera face au nouveau duopole sino-américain, face à l'émergence de nouvelles grandes puissances économiques, ce qu'on voit avec les BRICS, ce qu'on voit avec le Sud global. Il faut qu'il y ait une Europe des nations rétablies dans leur souveraineté et leur identité nationale, une Europe des grandes synergies industrielles, mais pas davantage. Pas une Europe qui constamment transfère ses souverainetés, dont les États membres transfèrent leur souveraineté. Merci Monsieur Boucher. Monsieur Avello, et on terminera avec Christophe Clergeau. Oui, je suis fort aise d'entendre mes contradicteurs de LFI et du Rassemblement National dire ce qu'il faut dire en réalité sur le constat, je veux dire au niveau du constat. En ce qui concerne le marché européen de l'électricité, il est évident que le marché européen de l'électricité a surenchéri les prix de l'électricité au niveau national, que les prix sont indexés sur le gaz pour que l'on ne puisse pas tirer profit de notre avantage compétitif qu'est le nucléaire, et par conséquent, aussi bien les particuliers que les entreprises paient leur électricité bien plus cher que ce qu'il coûte à produire. Je suis également fort aise d'entendre cette critique des traités de libre-échange, mais je voudrais que mes contradicteurs en question en tirent les conséquences. Les traités de libre-échange, c'est dans l'ADN de l'Union européenne que d'en conclure. Je rappelle que le commerce est une compétence exclusive de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'elle conclut l'Union européenne au nom des États membres des traités de libre-échange, qu'ils sont donc sommés de subir, avec toutes les conséquences absolument désastreuses qui ont été évoquées, notamment sur l'agriculture. Donc, que ne tirez-vous chers contradicteurs, les conclusions qui s'imposent, si effectivement l'Union européenne est viciée dès ses traités par cette idéologie libre-échangiste, le dogme de la concurrence libre et non faussée, qui se concrétise notamment dans des traités de libre-échange, que n'en tirez-vous les conséquences en voulant non pas réformer l'Union européenne, on y reviendra probablement, ce qui est statutairement impossible en réalité à partir du Parlement européen, donc les listes qui, comme on l'entend à chaque élection européenne depuis déjà bien longtemps, qui prétendent qu'elles vont réformer l'Europe en la rendant plus sociale, en faisant une Europe des nations, sont évidemment des listes qui mentent. Bon, car cela est impossible. Que n'en tirez-vous donc les conséquences en préconisant, comme nous le faisons nous-mêmes aux Patriotes et avec la liste L'Europe ça suffit, une sortie pure et simple de l'Union européenne. On termine sur cette question avec vous, Christophe Clergeau, pour le Parti Socialiste. Oui, je vais entendre 3 interventions qui sont un procès du principe même de la construction européenne, alors que tout le monde comprend intuitivement et évidemment que le repli national, c'est le chemin du déclin et de l'impuissance, et que prôner le repli national, c'est être les complices, les laquais, les serviteurs de Poutine et des Chinois. Et donc il faut souligner ce que l'Europe fait de bien et comment elle change pour mieux souligner ce qui doit changer encore. Pensez à Erasmus, la mobilité des jeunes partout en Europe. Pensez aux dizaines de projets, Mounir en a cité quelques-uns, qui sont financés par les fonds européens, gérés par les villes et les régions à l'échelle nationale. Tous les chantiers d'insertion, par exemple, pour les personnes éloignées de l'emploi, ne tiennent aujourd'hui face au retrait de l'État que grâce au financement européen. Pensez aux vaccins et à l'emprunt qui a permis de sauver toutes les petites entreprises dans la crise de la Covid. Et la crise de la Covid, c'est très important parce que c'est la preuve que l'Europe peut changer. Face aux crises, l'Europe a eu des réponses solidaires, a tourné le dos au libéralisme, a fait le choix de réponses solidaires et collectives, avec une nouvelle approche. Et ben moi je suis de gauche, socialiste, réformiste. Quand les choses bougent, je mets le pied dans la porte, je pousse avec l'épaule pour élargir la brèche et faire basculer l'Europe vers un autre logiciel socialiste et écologiste. Et Maxime a pris l'exemple de l'énergie. Moi je partage cette analyse. Ce qu'une loi européenne fait avec le prix de l'énergie actuel, une autre loi européenne peut le défaire. Et un autre exemple concret, le logement. Demain, une directive européenne pour encadrer l'action de Airbnb. C'est lutter contre la spéculation sur le marché de l'immobilier. C'est faire baisser les loyers. Un grand plan européen de rénovation des logements. C'est permettre à chacun d'accéder à
une qualité de vie dans son logement, c'est ramener des logements sur le marché locatif, c'est éviter que les logements dégradés en sortent et qu'ils ne puissent plus être loués. C'est aussi rénover les écoles pour que les enfants puissent y travailler dans de bonnes conditions. Donc oui, l'Europe est déjà concrète, elle peut l'être beaucoup plus encore si elle prend vraiment le tournant de la révolution écologique et de l'investissement solidaire. Merci à tous les 5 pour cette première prise de position. J'aimerais qu'on revienne un instant notamment sur les emplois quand on voit typiquement notre entreprise de production de panneaux solaires ici sur notre territoire qui n'a pas réussi à faire face à la concurrence chinoise qui est arrivée. Est-ce que là il n'y a pas malgré tout une sorte de loupé sur la protection de nos entreprises et de nos emplois en région, et comment est-ce qu'on peut du coup venir modifier peut-être les règles pour arriver à trouver un juste équilibre entre concurrence avec les autres pays, protection en France, protection vis-à-vis d'autres pays à l'extérieur de l'UE ou même intracommunautaire. Christophe Clergeau, vu que vous avez la parole, et puis on refera un tour de table. Oui, parce qu'il y a eu des progrès au niveau européen. Le texte dit Net Zero Industry Act traduit un début de prise de conscience d'un enjeu de réindustrialisation. Mais nous ne faisons pas 10% de ce que font les Américains pour protéger leur marché ou leur industrie, ou les Chinois. Donc il faut aller beaucoup plus loin, être capable de dire que ce n'est pas suffisant. Nous n'avons pas fait ce qu'il fallait. Et quand, avec Raphaël Glucksmann, nous avons rencontré à Nantes les dirigeants de Systovi, qu'est-ce qu'ils nous ont dit ? Il faut rendre plus compliqué l'entrée des panneaux chinois. C'est le protectionnisme écologique. Et quand Raphaël Glucksmann a fait adopter une directive pour interdire l'entrée sur le marché européen des produits issus du travail forcé, qui a imposé de sortir les produits qui sont stratégiques du point de vue écologique, c'est le président Macron. Ça veut dire que les panneaux produits par les Ouïghours, ils ne seront pas détruits à l'entrée du marché européen alors qu'ils sont faits par l'esclavage. Donc taxer et empêcher d'entrer les produits issus de l'esclavage. 2, ce qu'ils nous ont dit, c'est réserver le soutien public, la commande publique à des produits européens pour réserver une part de marché à l'industrie européenne et française pour lui permettre de reprendre sa marche en avant dans un domaine, le panneau photovoltaïque, où il y a peu de producteurs en Europe. Et 3, investir dans les capacités de production pour aller plus loin et reconstruire par étapes. C'est très concret. Et à l'inverse, les énergies marines renouvelables, nous avons 80% de la valeur des parcs éoliens en mer qui sont équipés par des produits fabriqués en Europe. Et Bruno Le Maire est venu à Saint-Nazaire dire que son combat, c'était de limiter à 50% la part de l'industrie non européenne dans l'équipement des parcs. Ça veut dire que soit il ne connaît pas ces dossiers, soit il est prêt à renoncer déjà à une partie de la filière européenne et française des énergies marines renouvelables. C'est 2600 emplois en Pays de la Loire et ce sont dès maintenant 800 emplois qui sont menacés chez General Electric à Saint-Herblain et à Saint-Nazaire. Eh bien oui, les libéraux, ils parlent de souveraineté industrielle, mais ils organisent dans les faits concrètement l'impuissance, l'inaction et l'abandon de l'industrie. Maxime Vancin pour la France Insoumise, et puis on continuera le tour de table sur cette question. Oui, alors je ne peux qu'abonder dans ce qui vient d'être dit, puisque la question de Systovi, c'est une question. Enfin, la raison pour laquelle cette entreprise est menacée, c'est avant tout une question concurrentielle, et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un deux poids deux mesures à ce niveau-là, puisque on nous dit qu'il faut réindustrialiser le pays, on nous dit qu'il faut qu'on développe les énergies renouvelables, on nous dit qu'il faut développer l'emploi, mais en même temps, si on fait venir, je crois que c'est 95% de nos panneaux solaires de Chine, où est la logique là-dedans ? Donc effectivement, il faut avoir des normes écologiques et des normes sociales à l'entrée de nos frontières pour éviter que des produits, là on parle de panneaux solaires, mais ça vaut pour tout, qui sont produits dans des conditions abjectes socialement et d'un point de vue de l'environnement, ne soient acceptés en France, puisque ça fait du dumping, ça crée une concurrence déloyale, puisque nous avons des normes en France et on les a pour une bonne raison, c'est pour protéger la santé des salariés, c'est pour protéger la santé de nos agriculteurs, etc., et la santé des consommateurs, et ne pas détruire la planète accessoirement. La commande publique est un autre levier très intéressant. On le voit aujourd'hui que, en termes de transition, de bifurcation écologique, l'État, les collectivités territoriales ont un levier financier très important, puisque il faut de toute façon isoler
et opérer la bifurcation de la production d'électricité également pour les bâtiments publics. Ça ne concerne pas uniquement le privé, que ce soit pour les écoles, les lycées, les collèges, que ce soit pour les bâtiments administratifs, tous les bâtiments qui sont des bâtiments publics peuvent bénéficier de cette bifurcation. Donc c'est un levier financier très intéressant. Et puis enfin, au bout d'un moment, si toutes nos entreprises stratégiques, on a déjà eu des vagues de délocalisation depuis les années 80-90 qui sont parties soit vers l'Europe de l'Est, soit vers l'Asie. Si on continue de fermer des usines, qu'est-ce qui va nous rester ? Aujourd'hui, on l'a vu pendant la pandémie, effectivement, avec les masques, mais on ne produit même plus, on n'est même plus en capacité de produire du Doliprane en France, qui est quand même un des principes actifs les plus utilisés des médicaments. Donc c'est une folie, il faut d'urgence réinvestir massivement dans ces secteurs stratégiques. Mounir Melameti pour Renaissance. On a une politique nationale qui soutient massivement l'emploi. On est au retour au plein emploi dans notre région. On a une baisse du chômage qui est inédite. Je crois qu'on peut dire aujourd'hui qu'on a la fin du chômage de masse qu'on a connu depuis... La fin du chômage de masse. Oui. Tous ceux qui sont chômeurs apprécieront, tous les salariés menacés dans les entreprises apprécieront ce type de propos. Et tous ceux qui ont été radiés abusivement de France Travail apprécieront également. S'il vous plaît, Mounir Melameti. Provisoirement. Ok, on va se permettre de se couper les uns les autres. Vu que c'est la nouvelle règle. C'est ce que nous faisons. On a accueilli des investissements dans les batteries pour les véhicules électriques inédits dans le nord de la France. On a accueilli sur notre territoire le premier parc éolien en mer et ça continue. Il y a effectivement un enjeu de rendre nos entreprises encore plus compétitives et c'est certainement pas en les matraquant fiscalement comme vous le proposez à la NUPES au national que on y arrivera. Et dans le même temps, si je puis dire, il faut aussi effectivement diminuer l'importation d'équipements qui sont des équipements stratégiques. Alors c'est vrai que sur les énergies renouvelables, mais ce que vous oubliez de dire, c'est que malheureusement la production française, vu que pendant des années, à l'époque où vous étiez au pouvoir, avec vous, ça a été désindustrialisé. On n'est plus en capacité d'avoir des productions qui répondent à des besoins. Donc effectivement, il y a des acheteurs qui se tournent vers l'Asie où il y a une production massive et à bas coût et pour les raisons évidemment que vous avez évoquées. Donc il faut revenir là-dessus. Et on revient là-dessus comment ? Certainement pas en se repliant sur nous-mêmes. On revient là-dessus en ayant une Europe plus forte qui est en capacité de négocier au-delà des accords de l'OMC. Parce que ce que vous oubliez de dire également, c'est que s'il n'y a pas d'accord bilatéraux entre l'Europe et les zones concernées, ce sont les règles de l'OMC qui s'appliquent. Et les règles de l'OMC, elles sont beaucoup moins facilitantes, si je puis dire, pour l'Union européenne et pour la France que peuvent l'être certains traités. Et donc, il y a nécessité à développer de bons traités. C'était le cas du CETA, puisque nous étions largement bénéficiaires avec cet accord. Ce n'est pas le cas, et je le dis, contrairement à ce qu'a pu dire Monsieur Boucher sur le Mercosur. On le dit, l'accord du Mercosur est un mauvais accord. Le président de la République a eu l'occasion de le dire. Et il ne sera pas ratifié par la France. Donc, il y a de bons et de mauvais accords, et c'est pas en restant sur un statu quo de l'OMC que nous parviendrons à faire face à l'ogre chinois, à l'ogre économique chinois, mais c'est bien en s'alliant dans une zone économique puissante comme l'Europe que nous y parviendrons. Est-ce que vous allez faire inscrire à l'Assemblée nationale le vote sur le Mercosur qui a eu déjà lieu au Sénat pour que les choses soient claires et que l'Assemblée nationale vote contre la ratification ? C'est le ministère des Relations avec le Parlement qui en conviendra. Moi, je ne souhaite pas que je ne souhaite pas, à titre personnel, que cet accord vienne en discussion, puisque je ne souhaite pas sa ratification. Ce n'est pas ce que disait Emmanuel Macron. On poursuit justement avec vous, Gauthier Boucher. Ensuite, mais oui, j'observe que mon contradicteur s'en mêle sur la question du Mercosur. Il explique qu'aujourd'hui, la majorité présidentielle serait contre cet accord. Oui. Initialement, Emmanuel Macron était favorable. Et est-ce qu'aujourd'hui il est favorable ? D'accord, mais notre chef de l'État a donc un positionnement versatile sur un sujet aussi crucial pour notre agriculture. Il y a un démarrage en refusant le débat sur les clauses miroirs. Il y a une fin à la négociation. Et au fur et à mesure des négociations, il se peut que la France dise le compte n'y est pas et donc nous retirons de la table des négociations. C'est exactement ce que nous faisons. C'est un accord de libre-échange comme tous les autres, comme l'ont été le TAFTA, le GEFTA, le CETA. Il ne pouvait rien arriver de bon de cet accord pour l'agriculture française. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le CETA qu'être mis en compétition avec des normes qui ne sont pas les nôtres ? Aucunement. Aucunement, c'est un accord qui est de nature à affaiblir notre agriculture et pas du tout à la faire prospérer. J'observe que dans ce dossier, la majorité présidentielle a eu depuis ces 2 dernières années un positionnement fluctuant, comme sur beaucoup d'autres dossiers d'ailleurs.
Le problème de cette Union européenne, c'est qu'elle n'est absolument pas protectionniste. Et nous avons observé ces dernières minutes des échanges du représentant macroniste, du représentant socialiste. Je ne peux pas dire du représentant de la droite, puisque le candidat des Républicains n'est pas venu ce matin. Mais ces trois personnes, ces trois colistiers, s'ils sont élus... C'est la seule chose vraie que vous ayez dit ce matin. Comment ? Ce sera peut-être la seule chose vraie que vous ayez dit ce matin. Oh, je pense qu'il y en a beaucoup d'autres, et notamment le fait qu'au Parlement européen et à la Commission européenne, les trois groupes que sont les libéraux, les socialistes et démocrates et le groupe du PPE, c'est-à-dire la droite, co-gèrent la construction européenne. Ils sont donc co-responsables à eux trois de cette Europe actuelle qui est objectivement une Europe néolibérale et objectivement une Europe du libre-échange, et notamment de ces grands traités de libre-échange qui menacent tant notre agriculture et notre industrie. Ce qui s'est produit en mars dernier avec l'entreprise Sistovi de Carquefou vis-à-vis des panneaux solaires et de la concurrence que font les panneaux solaires chinois, c'est éloquent, c'est tout à fait révélateur de ce manque de protection collective que se donne l'Europe vis-à-vis de grands concurrents économiques chinois ou américains. Et effectivement, ça n'est pas de nature à changer s'il n'y a pas de changement de politique au niveau européen, s'il n'y a pas profondément une réorientation de la construction européenne vers un sens plus protectionniste, vers un sens plus respectueux des agricultures et industries nationales des États membres de l'Union européenne. C'est ce qui se passe actuellement, par exemple, vis-à-vis du nickel de Nouvelle-Calédonie, qui est concurrencé par un nickel produit à moindre coût en Indonésie et qui n'est absolument pas soutenu, par exemple, par la Commission européenne. Et il y a comme cela quantité d'exemples dans des domaines industriels ou agricoles où l'Union européenne, qui nous est vendue comme un espace de prospérité, qui nous est vendue comme la zone économique qui serait la plus développée au monde, qui serait capable de concurrencer les États-Unis d'Amérique, et bien finalement est un espace, encore une fois, de décroissance, d'impuissantement, qui est un espace qui petit à petit se paupérise, et où des peuples qui tout de même ont créé la révolution industrielle en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni n'y est plus, mais tout cet espace-là, cet espace économique a créé la révolution industrielle au 19e siècle, et c'est devenu l'espace de la désindustrialisation, c'est devenu un espace politique qui a accepté les délocalisations d'entreprises, qui a accepté la concurrence du travail détaché des travailleurs notamment d'Europe de l'Est. Bref, c'est un retournement complet de l'histoire, et nous proposons un retournement inverse. Donc, la réindustrialisation, le localisme. Vous proposez de sortir de l'Europe, en fait, là. Nous proposons de revenir dans une Europe des nations, des grandes coopérations industrielles. C'est ça, en fait. Absolument pas. Absolument pas de Frexit caché dans ma position, monsieur. Il y a de grands blocs, géoéconomiques désormais, et il est important qu'il y ait une Europe industrielle autour de ces grands projets, Airbus, ITER, Ariane Espace, etc., et non pas une somme de normes contraignantes, une somme d'impuissance collective, une somme aussi de, comment dirais-je, une cogestion entre ces trois groupes qui un peu se renvoient la balle en disant c'est pas ma faute, c'est celle du voisin, etc. Encore faudrait-il que le Rassemblement national puisse réorienter la construction européenne dans le sens d'une Europe des nations. Alain, un vélo pour les patriotes, tu le resitues pour nos auditeurs qui nous écoutent. Le Parlement européen n'a pas le pouvoir, bien évidemment, de revenir, parce que là, ça serait une inflexion radicale qui demanderait de revenir sur le fond des traités. En réalité, le Parlement européen n'a évidemment pas le pouvoir. Je rappelle cette règle simple et bien connue, qui est que pour pouvoir modifier un traité, il faut l'unanimité des États membres, qui soient d'accord sur un même texte à la virgule près. Donc, il faut que les électeurs Rassemblement national comprennent que ce que préconise, mais il n'est pas le seul, le Rassemblement national à titre de perspective, est tout simplement impossible. Voilà. Et encore faudrait-il que, au niveau du Parlement, il puisse y avoir effectivement, mais je ne vais pas entrer dans ce détail de tambouille électorale et d'alliance, qu'il puisse y avoir effectivement un groupe qui puisse peser suffisamment. Or, il y a une profonde division entre le RN et ses alliés. Bon, je réagissais simplement à ce que disait Gauthier Boucher. Maintenant, j'ai entendu dire à plusieurs reprises parler de repli national comme si c'était la solution que nous, aux patriotes,
derrière Florian Philippot, nous préconisions, l'alternative n'est évidemment pas entre la fuite en avant dans une Union européenne fédérale et de plus en plus libérale et le repli national. En fait, cette objection, si vous voulez, ce dont elle donne le symptôme, l'indice, c'est que j'ai l'impression que la quasi-totalité de mes contradicteurs pensent que la France, c'est derrière nous, que sont décidés à passer la France par profits et pertes. Voilà, ce que Mitterrand avait énoncé dans une formule célèbre: l'Europe est notre avenir, la France est notre patrie, l'Europe est notre avenir. Bon, ce qui nous sépare très profondément, c'est que nous, sur la liste l'Europe ça suffit, nous ne considérons pas que la France est finie, que la France est terminée. Et si je vais un peu plus au fond des choses, je dirais qu'il y a en fait une inversion de la cause et de la conséquence. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui a produit la relégation de la France durant les 30-40 dernières années, c'est justement la construction européenne. C'est justement le fait que la France soit entrée de façon croissante dans ce jeu délétère du libre-échangisme européen. Là, l'Union européenne affaiblit la France. Elle ne la protège pas du tout contre la mondialisation dans ce qu'elle a de plus sauvage et de plus pervers. L'Union européenne est au contraire une chambre d'amplification de la mondialisation qui livre notre pays et son peuple avec ses intérêts sociaux, pieds et mains liés à la barbarie de la mondialisation. Merci beaucoup Alain Vélo pour les Patriotes. Nous allons marquer une courte pause, 1 minute 19 et on revient pour la suite de notre débat. Vous restez avec nous. Édition spéciale élection européenne. Le débat de Radio Fidélité. Le jeudi 6 et vendredi 7 juin, en France, c'est la fête de la radio et Radio Fidélité s'y associe. À cette occasion, nous vous proposons une programmation spéciale en direct tout au long de la journée, pleine de rencontres et de découvertes. En parlant de découvertes, venez rencontrer l'équipe, assister aux émissions et visiter les studios en vous inscrivant sur notre site internet. La fête de la radio, c'est aussi l'occasion de s'engager aux côtés de l'équipe en soutenant financièrement Radio Fidélité. Durant ces 2 jours, faites vos dons par téléphone au 02 40 69 27 27 02 40 69 27 27. On compte sur vous. Vous avez des trésors cachés dans votre grenier, des objets précieux hérités de génération en génération? Confiez-les à un expert. Maître Paul-Marie Musnier, commissaire-priseur dans tout le Grand Ouest. Tableaux anciens, grands vins, bijoux aux histoires fascinantes ou antiquités chinoises, Maître Musnier est là pour vous offrir son expertise. Découvrez la valeur de vos biens. Contactez Maître Musnier dès aujourd'hui pour une estimation. 06 62 888 105 06 62 888 105 et sur www.milon.com. De 11h à midi, édition spéciale élection européenne. Le débat de Radio Fidélité. Il nous reste encore une quinzaine de minutes dans ce débat de Radio Fidélité. Je vous rappelle qu'autour de la table, nous avons, et je vais les présenter parlant du tirage au sort, Gauthier Boucher, vous avez 36 ans, colistier pour la liste du Rassemblement National. Mounir Milamiti, vous avez 39 ans, député Renaissance. Vous représentez la liste de Valérie Ayer. Maxime Viancin, 34 ans, colistier pour la France Insoumise. Alain Vélo, 53 ans, colistier pour les Patriotes. Et enfin Christophe Clergeau pour le Parti Socialiste. Vous avez 55 ans. Tous les 5, tout à l'heure, on a eu l'occasion un petit peu de parler justement à la fois de qu'est-ce qui faisait que les Français pouvaient peut-être un petit peu se désintéresser de ces élections européennes, évoquer aussi des réalités purement économiques dans notre territoire avec la fermeture de cette entreprise que vous avez mentionnée qui produisait des panneaux solaires face à la concurrence chinoise. Un des sujets qui revient d'une manière générale quand on discute avec la population, il touche à la thématique de la défense. Aujourd'hui, l'Europe, la France a pris le parti de venir en soutien notamment
notamment de l'Ukraine. Et certains débats vont même plus loin en réfléchissant sur une défense européenne d'un sens beaucoup plus large, voire même, pourquoi pas, partager le parapluie nucléaire, si on peut le dire, la dissuasion nucléaire française. Alors, concrètement, aujourd'hui, quelle est la posture des uns et des autres, justement, sur ces questions de défense commune? Est-ce qu'il faut, au contraire, aller plus loin, auquel cas l'Union européenne sera l'échelon sur lequel on peut réellement arriver à faire une réponse correcte, ou est-ce qu'à l'inverse, vous considérez que ce n'est pas sur ce terrain-là que le jeu va se jouer? Et on va commencer avec la personne qui a pour l'instant le moins parlé parmi nous, et c'est Christophe Clergeau, qui n'a que 4 minutes 41 sur son compteur. Monsieur Clergeau, pour le Parti Socialiste. Eh bien, l'Europe, elle doit être capable de réagir face aux agressions extérieures. Et quand la Russie s'attaque à l'Ukraine, ce n'est pas une question régionale. La Russie s'attaque à un peuple qui a choisi d'adhérer aux valeurs démocratiques et au projet européen et qui veut rejoindre l'Europe. Donc le peuple ukrainien est notre frère dans son engagement dans le projet européen. Et il est déjà partie intégrante de l'Europe et nous le reconnaissons comme un pays candidat à l'adhésion. Donc c'est notre devoir de faire tout pour aider les Ukrainiens à résister à l'agression russe. Et toutes celles et tous ceux qui, de près ou de loin, relativisent ça, disent oui, mais non, on n'aime pas Poutine, mais, etc., servent la logique russe. Et la logique russe, c'est de faire tomber le domino ukrainien pour demain s'attaquer aux pays baltes et pour affaiblir l'Union européenne. Ne pas comprendre ça, c'est une erreur stratégique. Et le président de la République avait dit en 2021 qu'il voulait un axe entre l'Europe et la Russie pour contrebalancer la Chine et les États-Unis. C'était l'erreur magistrale. Heureusement, il s'est rattrapé depuis. Beaucoup trop tard, il a affaibli la position des Européens. Donc aujourd'hui, il faut être capable de proposer, de fournir aux Ukrainiens les munitions dont ils ont besoin. Et force est de constater que 2 ans après le début de la guerre, nous ne sommes pas capables de le faire. Que la France est le pays qui, rapporté à sa richesse et à sa population, est celui qui a fait le moins, tout le monde peut vérifier ces chiffres, pour aider les Ukrainiens à résister. Et aujourd'hui, la France donne des leçons à l'Allemagne, qui est le pays qui a fait le plus. Donc d'abord, nettoyons devant notre porte et soyons exemplaires dans le soutien aux Ukrainiens. C'est ça qui permettra de faire gagner l'Ukraine ou de faire achever cette guerre sans avoir de soldats français ou européens sur le sol ukrainien. Ensuite, la prise de conscience face à la guerre en Ukraine doit sonner le réveil de la fin de la naïveté européenne et de la fin de la sous-traitance de notre sécurité aux États-Unis. Les Européens doivent reconstruire une programmation commune de leurs industries de défense. La priorité, ce n'est pas de faire des Rafales pour les vendre à l'Arabie Saoudite ou aux Émirats Arabes Unis. La priorité, c'est de concevoir avec les Ukrainiens, les Roumains, les Polonais, les Allemands, les Italiens, ce que doivent être les armes de demain qui correspondent au danger principal qui est aujourd'hui sur notre flanc oriental. La priorité, c'est de construire une Europe qui attaque directement elle-même la réponse aux défis de la cybersécurité, des cyberattaques qui sont aujourd'hui omniprésentes sur nos territoires, qui luttent contre les ingérences étrangères, contre les manœuvres de déstabilisation dans les médias, ces agents financés par la Russie qui viennent essayer d'allumer le feu dans la société française. La priorité, c'est de lutter contre tous les trafics financiers de drogue qui sont instrumentalisés de l'extérieur et qui cherchent aussi à déstabiliser nos sociétés. Déjà, faisons tout ça. Une industrie de l'armement européenne et une sécurité européenne globale face aux dangers multiples. Et puis oui, nous devrons aller vers une défense intégrée et une armée européenne. Ce sera indispensable. Et la France gardera toujours la maîtrise de sa bombe nucléaire. Personne n'a jamais dit que c'était un Polonais qui allait appuyer sur le bouton. Ça, c'est le mythe des vendeurs de peur qui sont en partie autour de cette table. Mais il va falloir passer à la majorité qualifiée sur les questions de défense et internationales, parce qu'autrement, c'est l'impuissance. Qui peut accepter que l'avenir de la sécurité de l'Europe dépende de monsieur Orban, qui est un agent du Kremlin, un homme d'extrême droite qui combat les valeurs démocratiques européennes? Personne ne peut l'accepter. Donc il faut faire ce choix. Et pour terminer, quand je discute avec des responsables socialistes, mais d'autres aussi, de l'Europe de l'Est, ils nous disent, mais pourquoi la France a peur de nous?
Pourquoi la France a peur de l'élargissement? Pourquoi la France a peur d'une grande Europe? Pour un grand pays comme la France, une grande Europe, c'est plus d'opportunités, plus de possibilités à faire valoir son histoire, sa puissance, son influence. Nous sommes, après l'Allemagne, le 2e pays de l'Union européenne. Au lieu de nous replier, au lieu d'être craintifs, prenons à bras-le-corps ces enjeux. Soyons cohérents, mais cohérents vraiment. Continue dans l'action, concret, efficace, pas comme un homme qui a permis d'avoir un mot nouveau dans la langue ukrainienne, c'est macroner. Macroner, ce mot créé par les Ukrainiens qui veut dire parler, 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 mais ne pas agir. Merci Christophe Clergeau. Mounir Melamiti. La Russie nous attaque, c'est pas nouveau. Nous attaque sur le plan idéologique, sur le plan civilisationnel. Et en réalité, défendre l'Ukraine, c'est nous défendre nous-mêmes. Et c'est pas qu'en Ukraine où le théâtre d'opération et l'affrontement direct ou indirect avec les forces liées à la Russie de près ou loin se fait. C'est aussi notamment sur l'Afrique. On a vu aussi en Nouvelle-Calédonie qu'il y a de nombreuses ingérences et on le voit aussi en France où notamment des représentants politiques se font écho de la propagande poutinienne de manière très régulière. On a effectivement une Ukraine qui s'est tournée vers nous, qui s'est tournée vers notre modèle démocratique, notre modèle de coopération. Et donc, c'est en ce sens que Poutine a attaqué et a envahi ce territoire. Et ça avait commencé en 2014, quand l'invasion de la Crimée a eu lieu, et où il eût fallu peut-être réagir plus fermement à cette époque-là. Et donc, moi je note que le Rassemblement national, par exemple, à l'époque, par la voix de Marine Le Pen, avait accepté l'état de fait de l'invasion de la Crimée par Poutine. Et donc, c'est une course à la faiblesse de voir certains se soumettre au diktat poutinien sans arrêt d'élargissement de son et de sa volonté impérialiste de prendre et d'annexer des territoires qui sont souverains et qui n'appartiennent pas à la Fédération de Russie. Sur le volet de défense, évidemment qu'il faut continuer à muscler notre défense européenne, mais la compétence de défense est une compétence nationale. La compétence de politique extérieure en matière de défense est une compétence nationale. Il y a effectivement une boussole stratégique qui a été adoptée par les États membres de l'Union européenne, qui est très bien, qui fixe un cap commun en matière de politique étrangère commune, mais la décision reste souveraine d'user, d'employer des soldats et d'envoyer des armes. Moi, je souhaite et la liste Besoin d'Europe souhaite qu'on soutienne massivement l'Ukraine sur ses capacités à se défendre. La France le fait, elle est aujourd'hui le 3e pays à le faire. C'est le dernier classement Kiel qui vient en volume et le dernier rapporté à sa richesse. Non, mais vous pouvez toujours essayer de noircir. Vous pouvez toujours essayer de tirer contre votre camp, en l'occurrence la France. C'est la réalité. Mais la France est le 3e pays fournisseur. Oui, en volume financier. Et le dernier quand l'effort est rapporté à la richesse de la France en Europe. Mais ce qui importe, ce sont les armes et les équipements que les Ukrainiens utilisent. On fait pas notre travail. On n'est pas dans le petit calcul boutiquier. Notre objectif, c'est de rendre. Mesurer notre effort. Et nous ne faisons pas notre travail. Nous ne sommes pas au rendez-vous. Vous êtes renseignez-vous sur le champ ukrainien, l'efficacité des canons César, l'efficacité des blindés légers que nous avons livrés. Croyez-moi, ce sont des équipements qui sont l'effort qu'on devrait, qu'on pourrait faire. Et vous parliez du Rafale, Christophe. Vous parliez du Rafale. Mais vous savez qu'il y a un avion de combat européen qui s'appelle l'Eurofighter, qui a été développé en collaboration avec de nombreux pays européens, de nombreuses industries de défense européennes. Vous savez que cet avion, il n'est pas capable d'employer une arme nucléaire. Il n'est pas capable d'emporter une arme nucléaire. Or, le Rafale a été spécialement conçu précisément pour être capable de délivrer le feu nucléaire. Donc c'est pas qu'une question de coopération, c'est aussi des questions de stratégie, de positionnement international. Et la France a une position très cohérente en matière de défense, en matière de politique étrangère. On est en train de proposer à nos partenaires, que ce soit sur l'avion du futur, le SCAF, ou que ce soit sur le char du futur, une coopération qui reste cohérente par rapport à nos objectifs, qui dépassent évidemment la simple question européenne. Et tout ça, nous le proposons à nos partenaires européens. Merci Mounir Melamiti. Je suis obligé d'accélérer pour qu'on puisse finir le tour de table et être dans les temps pour tout le monde. Je vais commencer avec vous, Gauthier Boucher, et puis on ira chez Alain Vélo et on terminera avec Maxime Méancin pour la France Insoumise.
Oui, et bien naturellement, concernant l'Europe de la défense, c'est une idée dans laquelle nous ne nous retrouvons absolument pas. Nous considérons cela comme une chimère. Cela nous rappelle un petit peu les débats qu'il y avait eu au début des années 1950 sur la communauté européenne de défense. Autre chimère. Il est impossible de faire une Europe de la défense avec un pays, la France, qui est le seul à avoir un outil de défense complet, qui est désormais dans l'Union européenne le seul à avoir le feu nucléaire. Et nous devisons là depuis quelques minutes avec le représentant de la liste macroniste et le représentant socialiste sur la potentialité d'être co-belligérant vis-à-vis d'une puissance qui, encore une fois, premièrement est une superpuissance, deuxièmement est dotée du feu thermonucléaire. Ce sont là des débats qui sont tout à fait dangereux. Il est tout à fait dangereux. Vous êtes un marchand de peur qui veut affaiblir la défense européenne et faire le jeu de Poutine. Monsieur, vous n'avez aucune leçon. Vous êtes des laquais de Poutine. Leçon. Et vous étiez des laquais de Philippe Pétain en 1940, monsieur Clergeau, pas de leçon. Vous avez voté les pleins pouvoirs, rappelez-vous, dans un casino à Vichy. Vous savez qui est Léon Blum, vous savez qui est Pierre Mendès France. Oui, je sais qui est Pierre Mendès France. Pierre Mendès France a refusé la CND en 1953, monsieur. Il a refusé votre Europe de la défense, Pierre Mendès France. L'extrême droite. S'il vous plaît, messieurs, il nous reste 5 minutes. Consistant à faire la guerre à une superpuissance. Christophe Lergeau. Encore une fois du feu nucléaire. Vous ne ferez pas, monsieur, mourir les Français pour Kiev ou pour Moscou. Les Français ont le droit, monsieur, d'être respectés dans leur désir de ne pas faire la guerre. Encore une fois, effectivement, la Russie a agressé l'Ukraine. Si l'Ukraine perd, qu'est-ce qui se passera ? Il faut une aide humanitaire à l'Ukraine et il faut une aide défensive à l'Ukraine. Merci beaucoup, Gauthier Boucher. Je suis désolé. Il ne faut pas nous faire entrer dans une forme de co-belligérance. On va devoir s'arrêter là pour pouvoir laisser la parole. Gauthier Boucher. Vous aurez alors le sang des Français sur les mains. Merci beaucoup, Gauthier Boucher. Alain Avello pour les Patriotes. J'ai entendu tout à l'heure avec fascination les européistes bellicistes que sont les représentants du pouvoir en place et du Parti socialiste se demander si on aidait assez, suffisamment, pas assez, si on pouvait aider encore plus l'Ukraine. En réalité, ce que cette triste affaire, cette terrible affaire qui cause bien de la douleur, bien du sang, bien de la détresse et de la misère révèle, c'est que l'un des mythes, peut-être le dernier après tout, sur lequel l'Union européenne s'est bâtie et qu'elle ose brandir encore, savoir que l'Union européenne c'est la paix, a bel et bien vécu. Parce que en réalité, cette guerre de l'Ukraine contre la Russie, elle est alimentée par l'Union européenne, par l'envoi de milliards, l'envoi de milliards. C'est l'Europe qui est coupable. À Zelensky. C'est l'Europe qui a envahi l'Ukraine. Des régimes les plus corrompus du monde. Mais quand même. Il n'est pas dit du tout que la place que nous avons dans cette histoire ne soit pas la conséquence de notre inféodation en réalité à l'OTAN. Parce que je vous entendais parler de défense européenne, mais la défense européenne, elle existe d'une certaine façon. Elle est en réalité son véritable nom, c'est celui de l'OTAN. Allez expliquer tout cela aux Ukrainiens qui se battent pour leur liberté. Allez l'expliquer à Kiev. Plus au fond des choses, je dirais que, puisque nous sommes au moment où il va falloir conclure, je crois, que je vous ai entendu plusieurs fois parler de souveraineté européenne. En fait, je gardais le meilleur pour la fin. Cette notion de souveraineté européenne, qui est reprise comme une ancienne, brandie ici ou là, est en réalité, qu'on veuille bien s'en aviser, un pur non-sens. Parce que pour qu'il y ait souveraineté, eh bien il faut qu'il y ait un peuple. Or, de peuple européen, il n'y a pas. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. C'est le peuple qui est souverain en démocratie. Ce qui, au passage, aurait permis, si on avait eu davantage de temps, de développer le fait que l'Union européenne n'est pas du tout démocratique dans son fonctionnement et dans sa nature. Bon. Vous jargonnez parce que vous n'avez pas de proposition en fait sur l'Europe de la défense. Vous jargonnez, à part la soumission à Poutine, vous avez quoi comme proposition ? Il n'y a pas de soumission. Vous jargonnez sur l'autonomie stratégique. Je n'ai pas parlé de soumission à Poutine. Non, mais quelle est votre proposition ? Pris une position qui est clairement. Vous faites un cours sur la terminologie, mais en réalité, quelle est votre proposition ? Ce qui nourrit votre approche, c'est bien cette croyance. Mon approche, c'est l'approche de la France, monsieur. Dans la souveraineté européenne. On va laisser pour terminer la parole à Monsieur Viancin pour la France Insoumise. Oui, c'est intéressant d'évoquer le sujet de l'Europe de la défense en ce jour du 6 juin où nous commémorons le 80e anniversaire du débarquement allié sur les plages de Normandie, puisque
la question de la guerre, c'est aussi une des raisons d'être du projet européen. Là, qu'est-ce qu'on nous propose ? On nous propose de créer une armée européenne. Mais pour faire la guerre à qui ? Ce que j'entends autour de la table, vraisemblablement, ce serait pour se défendre vis-à-vis des armées de Vladimir Poutine. Mais avant d'engager cette conversation, il y a d'autres solutions qui existent. Où on parlait de la défense de l'Ukraine avec des armes et des munitions qui doivent être livrées pour aider le peuple ukrainien à se défendre. Je vous rappelle que... Bien sûr, nous avons voté au Parlement européen pour cette aide, mais je tiens quand même à dire que et contre la loi de programmation militaire en France qui permet de fournir cette aide. Monsieur Bellamiti, s'il vous plaît. On estime qu'il y a que 30% des équipements et des munitions qui ont été livrés à l'Ukraine. Donc on pourrait déjà commencer par remplir nos objectifs à ce niveau-là. Donc il faut aller jusqu'au bout de notre engagement. Par ailleurs, si on veut aider l'Ukraine, non seulement à ne pas perdre cette guerre, mais en plus à se reconstruire après, quand cette guerre sera terminée, la question de la dette de l'Ukraine est une question centrale. Nous sommes pour que la dette se fasse à un taux zéro, alors qu'actuellement, on voit très bien qu'il y a une voracité des marchés financiers sur la dette de guerre ukrainienne pour se faire de l'argent, en gros, sur la reconstruction de l'Ukraine. Ce n'est pas acceptable du tout. Par ailleurs, j'entends certains ici parler de parapluie nucléaire européen, mais enfin quelle folie. Qui va prendre la décision si jamais il y a une attaque nucléaire sur la France ? Qui va prendre la décision si le parapluie nucléaire est étendu à l'ensemble des pays de l'Union européenne ? Qui prend la décision d'appuyer sur le bouton ? Donc c'est encore une fois, cette position n'est pas entendable d'un point de vue de la souveraineté de la France. Et enfin, je veux dire, puisque on est le 6 juin et qu'on fête la commémoration du débarquement allié, il y a un organisme qui existe, qui est l'OSCE, l'organisme pour la sécurité et la coopération en Europe, et qui est un outil politique, un outil diplomatique qui permet la résolution des conflits. Utilisons cet outil plutôt que d'aller dans une course à l'échalote guerrière qui pourrait nous amener au bord du précipice. Merci beaucoup Maxime Jansin pour la France Insoumise. On va dépasser de 3 minutes grosso modo sur notre temps. Il est déjà 12:01 sur Radio Fidélité, mais avant de se quitter, j'aimerais que vous puissiez avoir sur l'espace d'1 minute un dernier mot les uns les autres pour conclure et puis éventuellement mobiliser les électeurs qui se reconnaîtront dans vos propos. On va commencer du coup dans l'ordre qui a été tiré au sort avec vous, Gauthier Boucher, pour le Rassemblement National. Eh bien, le dimanche 9 juin, il faut voter et faire voter à ces élections européennes. C'est très important. Ce sont là les élections européennes les plus importantes depuis 45 ans. C'est en partie dimanche que se jouera une partie de l'avenir de la France comme une partie de l'avenir des États membres de l'Union européenne. Hélas, il y aura certainement une surabstention, comme lors des dernières élections. Certainement qu'une grande partie de l'électorat, et notamment des catégories populaires, n'ira pas voter. C'est une erreur. Et par pitié, si vous connaissez des gens qui ne savent pas trop qu'il y a une élection, considèrent cela comme un enjeu un peu secondaire, croient peut-être qu'il y a 2 tours à cette élection alors qu'il n'y a qu'un seul jour et qu'un seul tour le 9 juin, eh bien dites-leur que cette élection est importante et qu'il faut donc voter le 9 juin et dans notre cas, voter pour la liste du Rassemblement National conduite par Jordan Bardella. Merci beaucoup Gauthier Boucher. Mounir Bellamiti pour Renaissance. Dimanche 9 juin, un seul jour, un seul tour. Il n'y aura pas de deuxième tour, malgré ce qu'on entend encore trop souvent. Et il ne faut pas laisser les autres décider pour soi. Donc il faut aller voter. Il faut aller voter en nombre et faire le choix d'une France plus forte dans une Europe plus souveraine. Oui. Et qui soit cohérente avec la position de la France depuis des décennies, depuis de nombreuses années. Soutenir notre partenaire ukrainien dans la défense face à l'agresseur russe, soutenir la transition écologique avec la décarbonation de nos moyens de transport, la décarbonation de notre industrie, le fait de soutenir des modes de production électrique qui soient neutres en carbone. C'est ça la position de la France. C'est aussi soutenir notre agriculture et des modèles agricoles qui soient plus raisonnés et en même temps plus profitables. C'est soutenir un contrôle de l'immigration qui soit là aussi juste et humain. Et c'est évidemment soutenir la liste de Valérie Hayé du Rassemblement Besoin d'Europe, qui est finalement la seule proposition cohérente et sincère de l'ensemble de ces listes. Merci beaucoup Mounir Bellamiti. Maxime Jansin pour la France Insoumise.
Dimanche 9 juin, c'est l'après-Macron qui va commencer, puisque Emmanuel Macron, le président de la République, ne pourra pas se représenter. Donc, il y a plusieurs chemins possibles. Est-ce que ce sera le chemin proposé par Monsieur Bouchet du racisme, de la xénophobie et de la peur du lendemain? Monsieur Vincent. Attention. Est-ce que ce sera la continuité de ce qui a été fait sur les mandats d'Emmanuel Macron, qui sont des mandats de destruction des droits sociaux, de destruction du code du travail, ou est-ce que ce sera la voie qui nous a été proposée une première fois en 2022 avec la candidature de Jean-Luc Mélenchon, puis avec le programme de la NUPES que nous portons encore aujourd'hui? Si vous voulez donner de la force à cette troisième voie, si vous voulez refuser le duel éternel entre l'extrême droite et l'extrême libéralisme, le 9 juin, vous pouvez aller voter pour la liste de Manon Aubry et vous nous donnez à nous, collectivement, la force de tout changer. Merci beaucoup Maxime Viancin pour la France Insoumise. Alain Vélo pour les Patriotes. Oui, je voudrais commencer cette conclusion simplement en disant que je fais évidemment la différence entre l'Europe, à laquelle je suis très attaché comme civilisation, comme continent, et ces différents pays, ces différents peuples, et l'Union européenne qui, elle, est une structure, je le redis, profondément antidémocratique, qui a pour effet de conduire à l'effacement de la France, qui nous plombe économiquement, qui est profondément antisociale, et qui nous mène à présent tout droit à la Troisième Guerre mondiale. Le 9 juin, il y aura 38 listes en lice. J'y vois parmi ces listes une bonne trentaine de nuances diverses et variées d'européisme. En réalité, les uns veulent repeindre la prison UE en bleu marine, en rose, en vert. Bref, il n'y a pas grand-chose qui, de mon point de vue, les sépare. Par contre, il y a une liste, celle dont j'ai l'honneur d'être colistier, celle conduite par Florian Philippot, l'Europe ça suffit, qui elle, au contraire, propose, liste d'union des souverainistes, de rompre pour de bon avec cette prison qu'est l'Union européenne. Liste de souverainistes, d'authentiques souverainistes, de souverainistes français, qui se battent pour les intérêts de la France et de son peuple. Merci beaucoup Alain Vélo pour les Patriotes. On termine avec vous Christophe Clergeau pour le Parti Socialiste. Avec Raphaël Glucksmann, nous voulons réveiller l'Europe, sortir de la dépendance, sortir de la naïveté, retrouver notre souveraineté industrielle, énergétique, alimentaire, sanitaire, et le faire ensemble à l'échelle européenne, parce que le choix est entre le repli national et la souveraineté et la puissance européenne. La puissance européenne, c'est la révolution écologique pour reconstruire notre industrie et pour vivre mieux en harmonie avec la planète. Et tout cela ne peut exister que dans la justice sociale. Et la justice sociale, c'est aussi répondre à la question qui paye, faire payer les riches, les super profits, la spéculation financière. Notre combat, c'est un combat humaniste et fraternel. Y compris, nous sommes ici sur une radio chrétienne et nous lisons les textes de l'Église catholique qui appellent à l'harmonie avec la nature, qui appellent aussi à l'accueil des migrants et au respect de la personne. Et pour terminer, un nouveau cours pour l'Europe à gauche, casser le match entre le Rassemblement national et les macronistes en France. Oui, c'est nécessaire. Et oui, aujourd'hui, à l'échelle européenne comme à l'échelle nationale, c'est la liste que porte Raphaël Glucksmann qui est le mieux placé pour l'incarner et pour effectivement changer les choses. Un grand merci messieurs d'avoir pris le temps de venir à la rencontre des auditeurs de Radio Fidélité pour livrer un petit peu votre vision et d'avoir pris le temps surtout de vous écouter, d'avoir pu avoir un véritable dialogue qui soit clair à l'écoute pour nos auditeurs. Je rappelle à nos auditeurs que nous avions ce matin parmi nous Gauthier Bouchet du Rassemblement National, nous avions Mounir Belhamiti pour Renaissance, la liste portée par Valérie Ayer, nous avions avec nous Maxime Viancin pour la France Insoumise, Alain Vélo pour les Patriotes, Christophe Clergeau pour le Parti Socialiste. Les partis qui n'étaient pas représentés ce matin ne pouvaient pas être présents pour assister à cette émission. Merci beaucoup messieurs, belle journée à vous, bonne élection. Merci à vous.